bonjour. Bonjour. Je vous présente professeur Annie Bartoli et professeure de sciences des organisations à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle est aussi chercheuse à Georgetown University, qui fait que elle nous donne la chance de pouvoir lui parler alors qu'il est 5 heures du matin, je crois, chez vous. À peu près, oui. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conférence sur l'intervention précoce. Votre sujet, je crois, c'est de nous parler des méthodes d'organisation pour améliorer cette implantation. On va vous écouter et j'espère qu'on aura des questions très intéressantes à vous poser. Merci beaucoup. Bonjour à tous. En effet, il est très tôt ici, mais tout va bien et je suis très heureuse et honorée de vous rejoindre, de vous retrouver. Je vous en remercie. Je ne fais pas partie du milieu médical ou du milieu des professionnels de santé. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'autant plus de m'accueillir dans votre assemblée, puisque, comme Guy Gozlan vient de le dire, je suis spécialiste de gestion des organisations et je dirige un laboratoire de recherche dans ce domaine qui s'attache à comprendre en fait les processus de fonctionnement et d'organisation de toute forme d'entité, qu'elle soit publique ou privée, incluant bien entendu le champ de la santé. Du coup, je vais peut-être un petit peu solliciter votre indulgence si le vocabulaire que j'utilise pour vous parler n'est pas celui qui vous paraît le plus conforme aux nécessités pour évoquer le champ de la santé mentale que vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi. Ceci étant, et c'est peut-être juste aussi une introduction qui me paraît utile de faire, ceci étant, j'ai pu constater, et vous-même sans doute également, que nous sommes très souvent enfermés dans nos propres vocabulaires, dans nos propres langages, dans nos propres jargons, spécialités, et que c'est sans doute l'un des défis que l'on a à relever, en particulier sur la question de la prise en charge dans le domaine de la santé mentale, que d'arriver à communiquer, à lever des incompréhensions et à faire en sorte que des parties prenantes dont les expertises et spécialités viennent de mondes différents puissent communiquer. C'est au fond un des leviers sans doute importants qu'il s'agit de garder à l'esprit. Donc je vous pose en fait cette introduction comme point de départ en se disant que on va peut-être pouvoir ensemble essayer de mener une réflexion commune pour avancer sans qu'il soit question évidemment de chercher de solutions miracles dont on sait bien qu'elles n'existent absolument pas. Alors quels sont les enjeux et pourquoi est-ce que on peut parler dans votre journée de facteurs de réussite organisationnelle pour ces questions d'intervention précoce? Alors, les enjeux, pour arriver à les qualifier au mieux, je suis en fait repartie de l'intervention de Patrick McGorry l'an dernier, que j'ai visionné pour m'imprégner du contexte. Et je repartirai du constat qu'il fait dans sa conclusion. Vous vous en souvenez peut-être, si vous l'aviez écouté à l'époque. Au fond, il concluait sur le fait qu'il y a un certain consensus international sur ce vers quoi il faut aller pour la prise en charge de l'intervention précoce dans le champ de la santé mentale. Et ce consensus international parmi les experts, bien entendu, parmi ceux qui ont travaillé sur la question et qui l'avaient largement évoqué dans son intervention, ce consensus porte sur, je le dirais en termes simples, sur l'importance de l'intervention précoce, de la rapidité de mise en place de la prise en charge dès les premiers signes, sur le fait d'avoir une réponse qui soit basée sur une approche assez globale, bien entendu des dimensions psychiatriques, mais aussi sociales, mais aussi scolaires, professionnelles, physiques, etc. Sur le fait que l'organisation à mettre en place, s'il en faut, doit être adaptée à la population des jeunes, puisqu'il semble que les études montrent qu'elle est la plus directement concernée par cette question de l'apparition des adolescents, les jeunes adultes, d'où l'importance d'avoir des formes d'organisation qui soient adaptées à cette population. Et également, dans ce que j'ai repéré, me semble-t-il, de son intervention et de ce que vous avez l'habitude de travailler ensemble, une forme de personnalisation des prises en charge, parce que
on est sur des situations qui sont complexes et qui sont multiples et jamais complètement standardisables. Donc, on sait vers quoi il faut aller. Pardonnez-moi ce résumé très succinct, très sommaire, mais on sait vers quoi il faut aller. Les experts que vous êtes et que vous entendez semblent le mettre en avant. Pourquoi donc est-ce si difficile de le faire? Et c'est vraiment là tout l'enjeu, toute la difficulté. Si on sait vers quoi on veut aller, d'où viennent les difficultés de mise en œuvre? En fait, on a, semble-t-il, besoin de profondément changer de paradigmes culturels qui sont très ancrés et qu'il est évidemment difficile de faire évoluer. Et on est aussi face à une certaine interpellation des systèmes institutionnels en France, en particulier les systèmes institutionnels en place, voulais-je dire, et en particulier en France. Dans d'autres pays ailleurs également, et justement chaque contexte a ses propres caractéristiques institutionnelles qui sont interpellées par des formes nouvelles, différentes, de prise en charge des questions que l'on aborde, notamment lorsqu'il est question d'intervention précoce. D'où des propositions que l'on peut faire et que l'on peut avoir à l'esprit et que je suggère de partager ce matin, des propositions qui sont de considérer que le comment faire est aussi important que le quoi faire, et que donc on ne peut pas négliger cette question du comment faire, que le processus est aussi important que le contenu dans le changement que l'on veut mettre en place, et que le contexte dans lequel l'action est mise en œuvre est également absolument déterminant. Et que du coup, ça interdit toute transposition pure et simple, toute réplication qui finalement serait miraculeusement mise en place. Donc on ne peut pas entrer dans cette logique-là. Et donc l'enjeu, c'est donc de parvenir à faire ce que l'on sait que l'on doit faire, ce qui suppose, et c'est ce sur quoi je vous propose de raisonner, de définir les caractéristiques et les principes d'une organisation cible, tout en sachant qu'on ne doit surtout pas retomber, ce faisant, dans des structures qui soient standardisées, qui soient figées, parce que sinon on reproduirait d'autres formes de dysfonctionnement qu'on veut absolument éviter. Donc, définir des principes d'une organisation cible, ce qui ne veut pas dire figer de nouvelles structures, et en même temps piloter la mise en œuvre du changement pour y parvenir. Donc voilà un petit peu les deux bases du raisonnement. Alors, je vais commencer par essayer de caractériser les principes de l'organisation cible dont je suis en train de parler et de vous proposer le raisonnement suivant. D'abord, comment faire, d'où partons pour arriver à définir ces principes. Alors, on a la chance de ne pas partir de zéro, puisqu'il y a dans le monde un certain nombre d'initiatives organisationnelles innovantes dans le domaine de la santé mentale, et en particulier pour ces questions d'intervention précoce, qui montrent la voie. Alors, elles ne sont pas toutes réussies, elles sont parfois semi-réussies, elles sont parfois émergentes, et donc il est difficile de les analyser en tant que telles, mais elles peuvent être intéressantes à analyser. Alors, Patrick McGorry, l'année dernière, vous en évidemment cité un certain nombre qu'il connaît, notamment la structure dont il parlait en Australie et ses différentes déclinaisons. Guy Gozlan met en place également une structure avec Prepsy qui entre dans ce champ et qui apporte un certain nombre d'éclairages et que j'ai eu le privilège de pouvoir observer également. Donc on est, et il y en a d'autres qu'évidemment vous connaissez, je crois que ce matin vous avez également fait un tour d'horizon qui vous permet de repérer des initiatives qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui, si on les passe un petit peu au crible des théories des organisations, et c'est mon regard, celui de regarder finalement à partir des cadres théoriques des organisations, qu'est-ce qui ressort de ces formes organisationnelles innovantes, cela permet de repérer un certain nombre de caractéristiques. Alors, le premier constat que l'on peut faire en observant ces innovations organisationnelles, c'est qu'en fait, elles ne correspondent à aucun des standards organisationnels classiques qu'on va trouver dans les théories des organisations.
Ça, c'est un premier constat. Qu'est-ce qu'on trouve dans les théories des organisations? Je fais simple, je schématise pour aller vite. On a évidemment le cas classique, j'ai envie de dire, des structures formelles, hiérarchisées, cloisonnées, parce qu'on a réparti les rôles, qui sont basées sur une offre de service, une activité qui est assez type, assez standardisée. Donc ça, c'est le cas classique, on sait qu'on n'est pas là-dessus. On n'est pas forme d'organisation quand on regarde les innovations. À l'autre extrême, on n'est pas non plus sur les organisations totalement informelles, ad hoc, qui répondent au coup par coup à des demandes, à des besoins. On n'est pas dans cette configuration difficile à qualifier, si ce n'est parfois avec le terme de structure ad hoc, etc. On n'est pas là-dessus non plus, on n'est pas sur cet autre extrême. On n'est pas non plus sur ce que certains ont appelé la voie intermédiaire, hein, que sont les réseaux. On n'est pas sur les réseaux dans leur forme simple. Le réseau dans sa forme simple, tel qu'il est défini par les théoriciens des organisations, c'est une entité pivot et un ensemble de parties prenantes qui gravitent, qui sont coordonnées autour de cette entité pivot. Or, là, il y a eu un certain nombre de tentatives, en France comme ailleurs. Il y a toujours, évidemment, des formes de réseau dans le domaine de la santé, et de la santé mentale en particulier, mais on voit bien qu'on apporte une partie de la réponse, mais qu'on n'apporte pas la totalité de la réponse, et qu'on n'est pas sur une forme organisationnelle suffisante pour répondre aux enjeux que j'essayais de résumer tout à l'heure, sur on sait vers quoi on veut aller. Donc, en fait, on n'est dans aucune des configurations standards organisationnelles qui sont décrites dans la littérature, hein, qu'il s'agisse de champs publics ou privés. On est plutôt dans ce que quelqu'un qui s'appelle Williamson, et qui est un économiste américain qui a obtenu le prix Nobel en 2009, appelle des formes d'organisation hybride ou des arrangements institutionnels alternatifs. L'avantage de Williamson, c'est qu'il est à la fois économiste et théoricien des organisations, et que donc les apports des deux champs éclairent un certain nombre de réflexions sur d'autres formes organisationnelles, donc qu'il appelle des organisations hybrides. Quelque part, on est là, on est dans des configurations qui renvoient à cette notion d'organisation hybride, sur laquelle je vous propose d'approfondir un petit peu le regard. Alors, ça, c'est ce premier constat. On est sur d'autres formes d'organisation que les standards des théories. Deuxième constat, quand on analyse les innovations qui ressortent, on voit, et qu'on les passe donc de façon un petit peu transversale en revue, on voit ressortir des principes organisationnels. Là encore, pas des solutions, pas des méthodologies types de structuration, mais des principes organisationnels. Alors, je vous propose de nous pencher sur 4 de ces principes qui me semblent ressortir, et que mon équipe de recherche fait ressortir dans ses travaux comme étant assez significatifs dans le domaine de la prise en charge globale et de l'intervention précoce en santé mentale. Alors, ces 4 principes, pris isolément, vous allez évidemment les reconnaître. Ils sont transversaux aux travaux que vous développez ou que vous suivez. Ce sont les principes d'intégration, de coordination, de case management et d'empowerment. Alors, il y en a d'autres, mais je vous propose de nous focaliser sur ces 4-là. Encore une fois, rien de fondamentalement révolutionnaire, ce sont effectivement des notions qui sont mises en exergue sur le vers quoi il faut aller. Mais en réalité, comment sont-ils mis en exergue dans les formes d'organisation innovantes, hybrides que l'on trouve? Alors d'abord l'intégration. Il est bien sûr question ici de l'intégration des services et des activités dans les domaines médical, sanitaire, social. Et on peut, si on cherche un petit peu les travaux qui ont formalisé ça dans le domaine organisationnel et dans le domaine des politiques sociales et des politiques de santé, il y a bien sûr les travaux de Lutz,
1999, une vingtaine d'années déjà, qui mettait en exergue cette notion d'intégration après avoir étudié des services intégrés de santé au Royaume-Uni, aux États-Unis, et qui définissait l'intégration comme précisément la connexion entre les systèmes de santé et les autres services sociaux, services humains, dit-il, tels que l'éducation, le logement, l'aide à l'emploi, etc. Et donc, finalement, quand on relit les lois de l'intégration qu'il nous propose, on est précisément sur des anti-lois. Il les appelle des lois, mais c'est pour nous dire qu'il ne s'agit pas de chercher une formule idéale et qui marche à tous les coups, qu'il s'agit de faire preuve de créativité au cas par cas pour mettre en place cette intégration. Alors, dans les structures étudiées, notamment donc, chez Prepsy et dans un certain nombre d'autres structures, aussi celles qu'évoquait Patrick McGorry, on est finalement sur des formes d'intégration où, au sein de la structure même, on va chercher à mettre en place les compétences clés dont on a besoin pour assurer cette intégration, des compétences clés qui évidemment renvoient à des médecins, des infirmiers, mais aussi des assistants sociaux, des ergonomes, des éducateurs, etc. Et donc, on a l'intégration de ces métiers au sein même de la structure parce que le fait de les mettre simplement en réseau, dans les configurations simples que j'évoquais tout à l'heure, ne semble pas suffire. On perd en efficacité et on perd surtout en capacité de mise en œuvre si on est sur des réseaux seulement externes. Alors, c'est le premier point, je ne le développe pas davantage, c'est le principe de l'intégration. Le deuxième principe, deuxième caractéristique organisationnelle, c'est celui de la coordination. Alors là, on revient sur un grand classique des théories des organisations, parce que qui dit organisation dit nécessairement coordination. Et ça, on va retrouver ça finalement dans tous les travaux, chez tous les chercheurs. On peut remonter au Français Fayolle il y a un siècle. On peut évidemment faire référence à un Canadien qui, dans notre domaine, est très connu, c'est Mintzberg, qui travaille beaucoup sur des configurations organisationnelles, qui met en avant la notion de coordination, et bien d'autres. Je ne vais pas les ennuyer avec ça. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, en soi, le principe de coordination n'a absolument rien de révolutionnaire. On sait que dès qu'on organise, on découpe. On découpe inévitablement. Organiser, c'est découper. C'est découper des missions, c'est découper des tâches, c'est découper des spécialités. Or, si on découpe, on perd en cohérence, on perd en cohésion, on perd le sens même de l'action que l'on fait. Et donc, on a besoin du mouvement inverse. Et le mouvement inverse, c'est celui de la coordination. Donc, on a absolument besoin, pour accompagner et compenser les défauts de l'organisation, on a besoin du mouvement de coordination. Donc là, encore une fois, on est sur un grand classique, mais un grand classique qu'on peut perdre de vue parfois dans nos structures et dans nos institutions qui sont de plus en plus cloisonnées et qui oublient le mouvement inverse nécessaire de la coordination. Donc on a absolument besoin de cette coordination et ici, évidemment, dans le sujet qui nous intéresse, on parle à la fois de la coordination interne et de la coordination externe. Alors la coordination interne, c'est celle que j'évoquais entre les différents métiers et les compétences qu'on va devoir réunir pour l'intégration, mais la coordination externe, c'est là qu'on retrouve l'idée de réseau, évidemment, de mise en relation des parties prenantes qui vont devoir intervenir dans la prise en charge globale et coordonnée que l'on vise, et on doit s'assurer, évidemment, que l'on va pouvoir faire le lien avec les experts du social, du scolaire, de l'associatif, des institutionnels, les financeurs également. On a un ensemble d'acteurs qui doivent être d'une certaine manière mis en relation avec la structure qui va faire son possible évidemment pour fonctionner sur cet objectif. Ça inclut donc beaucoup de démarches de communication, de sensibilisation, voire de lobbying. Je l'évoque au passage parce que on est là sur un enjeu également important en matière organisationnelle. Alors le troisième principe, c'est celui de case management. Alors bon, là, on est sur des concepts qui ont de multiples définitions, qui sont plus ou moins bien traduits, puisque évidemment j'utilise un anglicisme pour le faire, qui est apparemment, si on remonte aux origines, c'est toujours intéressant, apparu aux États-Unis
on va dire qu'on va remonter dans les années 1940 sur une formalisation explicite du terme, même si c'est toujours très difficile à dater, et qui a d'abord concerné le milieu des travailleurs sociaux, qui a d'abord concerné les services de charité, d'une certaine manière, avant d'arriver dans le domaine de la santé, notamment avec les soins infirmiers. Alors là, on est, avec le case management, encore une fois, pardonnez-moi si j'évoque des choses que vous connaissez, mais on est sur de la gestion individualisée des cas des usagers, avec évidemment une dimension thérapeutique, mais aussi un accompagnement, une assistance dans le milieu naturel, avec une aide à la résolution des problèmes de la vie quotidienne. C'est tout ça qu'inclut la notion de case management, de façon à favoriser pour le patient l'accompagnement progressif vers le rétablissement dans son milieu de vie ordinaire, en relation avec son entourage, ses proches, etc. Donc voilà un peu ce qu'on retrouve également, peu ou prou, dans les caractéristiques de l'organisation cible, avec la mise en place de ces dimensions de case management, selon des déclinaisons qui peuvent varier, et qui manifestement varient selon les structures. Le quatrième principe, rapidement, c'est celui d'empowerment. Là aussi, pardonnez-moi l'anglicisme, mais tentative de traduction multiple. Certains parlent de capacitation, c'est pas très joli, mais bon, mise en capacité d'agir. On a de multiples manières possibles de l'évoquer. Ce qui est important, là encore, c'est de savoir de quoi on parle. Et également peut-être de revenir encore une fois à des origines, pour comprendre dans quel contexte ce concept et ce principe a pu être mis en place. Donc là, en fait, on remonte sur la défense des minorités sociales, dont les femmes, les courants féministes, se sont beaucoup emparés du concept d'empowerment à une époque. On retrouve également ce concept d'empowerment dans les organisations internationales lorsqu'il s'agit d'aider au développement économique des pays les plus pauvres. On retrouve donc cette idée d'apporter une pédagogie, d'une certaine manière, du développement de la capacité d'agir ou de mettre en situation les acteurs d'agir, de retrouver leur propre capacité d'action et d'apporter finalement des réponses qui reposent sur les propres choix des acteurs concernés, que ce soit donc les populations dont je parlais, les minorités sociales, ou bien entendu dans le milieu de la santé, l'usager lui-même et ici l'usager en santé mentale, donc avec tout ce que ça suppose évidemment comme conditions particulières ou éventuellement, comme certains le mettent en avant, comme limite de mise en œuvre. Il y a un rôle donc ici pour l'empowerment des case managers dont on parlait précédemment, des pairs aidants également qu'on peut trouver dans un certain nombre de structures pour encourager l'usager à faire ses propres choix, à pratiquer cet empowerment qui correspond à un des objectifs. Donc, sur ces quatre principes qui, encore une fois, pris isolément, répondent à ce que l'on sait, à l'objectif que l'on vise, ces quatre principes d'intégration, coordination, case management et empowerment ne sont pas suffisants, mais ils semblent être nécessaires. Et mon équipe de chercheurs a mis en place finalement une terminologie pour évoquer ces quatre principes. On appelle cela le modèle X. Alors, ça se prononce X comme la lettre X, mais en réalité, c'est l'acronyme de intégration, coordination, case management et empowerment. Donc, c'est le modèle X-ICCE dont on parle ici, qui peut permettre de caractériser l'organisation cible dans ses grands principes. Encore une fois, et ce sera peut-être une petite conclusion intermédiaire que je vous propose de faire ici, cette organisation cible n'est absolument pas une configuration type figée. On n'est pas sur quelque chose qui doit se reproduire d'un endroit à un autre de façon identique, parce que on a absolument besoin d'une adaptation au contexte dans lequel s'inscrit la mise en place de ce type d'organisation. Le contexte, c'est bien sûr le contexte national ou territorial, mais c'est aussi même le contexte spécifique
milieu dans lequel on évolue ici, ce qui va supposer un vrai pilotage du changement pour y parvenir. Je vous propose peut-être... Professeur Bartoli, je vous interromps Oui. justement pour préparer votre conclusion. Quelles sont d'après vous les forces, j'insiste, les forces qui sont en présence et qu'il faudra aborder pour faciliter la réussite de ces programmes? Oui. Alors, en fait, on est effectivement face au risque de rester dans l'incantation si on ne travaille pas la mise en œuvre. Et effectivement, on doit s'appuyer sur un certain nombre de forces, de conditions pour combattre les freins. Parce que c'était un petit peu aussi le point de départ de mon propos, on est inévitablement face à des freins au changement. On parle beaucoup de freins au changement, de résistance au changement, etc. De quel type de freins parle-t-on? Ici, on se trouve confronté généralement à 3 types de freins. Et les forces dont vous parlez sont celles qui vont chercher à combattre ces freins. Alors, le premier type de frein, c'est ce que je qualifierais de frein stratégique. Parce que stratégique et ou politique, hein, c'est la même famille, on va dire. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'impulsion politique claire, que cette impulsion soit nationale, territoriale, locale, peu importe, mais d'impulsion politique claire, il y a risque d'épuisement, il y a risque de blocage et il y a aussi risque de manque de moyens pour mettre en place l'organisation cible. Qui dit organisation cible, dit objectif, on vient d'en parler, mais objectif ne se comprend pas si on n'est pas sur un couple objectif-moyen. Donc là, on a ce frein-là, qui est un frein d'ordre stratégique, qui est celui de réussir à développer une prise de conscience collective et individuelle au plan politique, pour que l'impulsion soit là et permette de dépasser un certain nombre de blocages. C'est le premier point. Le deuxième point est d'ordre structurel. On est sur des freins structurels, institutionnels, parce qu'on est face à une inertie structurelle forte et que toutes les organisations atypiques, les programmes atypiques, ont du mal à s'ancrer dans un système qui est fortement institutionnalisé. Et que donc, on a au fond besoin, et c'est là qu'il va y avoir peut-être des forces à mettre en place, on a besoin, quelque part pour innover, de rentrer dans une certaine conformité. J'y reviens dans un instant. La troisième catégorie de freins, et ce n'est pas la moindre évidemment, c'est ce qu'on appelle des freins culturels. Alors c'est un petit peu un mot bateau, facile à mettre en avant, mais pour autant ça correspond bien à des représentations que l'on peut avoir, et notamment à tort ou à raison, d'enjeux négatifs pour ce type de changement. Il y a le risque ou la crainte de perte de pouvoir, de perte de contrôle, que les acteurs, qu'ils soient collectifs ou individuels, peuvent ressentir dès qu'on interpelle les systèmes en place, et donc on se heurte à des freins culturels et à des freins de représentation. Alors, pour compenser ces freins, d'abord la première chose, c'est de les identifier. Je crois qu'il faut la lucidité. La lucidité dans le pilotage du changement, la lucidité sur les freins à affronter est un facteur de réussite important, incontournable. Du coup, les conditions de réussite sont au plan de quelques dosages, j'ai envie de dire. On doit tout d'abord travailler une sorte de dosage entre la conformité et l'innovation. Je crains que l'idéal de l'innovation absolue qu'on va mettre en place et convaincre de l'intérêt de quelque chose de totalement différent, totalement novateur, ne se heurte à l'échec. On ne peut pas innover complètement si on ne s'ancre pas dans une certaine conformité institutionnelle. Alors, le cas de Prepsi, puisque Guy Gozlan me donnait la parole, en est une illustration. Entrer dans une structure de type SAMSA, pour pouvoir, donc qui est finalement une forme institutionnelle connue dans un paysage particulier, qui est le paysage français, pour pouvoir apporter une innovation dans la mise en œuvre, c'est une illustration de ce que je suis en train de dire. Ça se retrouve ailleurs. L'idée est de dire, compte tenu du système en place, comment y entrer pour ancrer l'innovation
en ayant cette démarche de conformité par rapport au système. Donc là, on est sur quelque chose qui me semble être une clé dans les conditions de réussite organisationnelle. Et d'une certaine manière, on a également le dosage entre l'ordre, l'organisation, les règles de gestion, la structure à mettre en place et la liberté, parce qu'on a besoin de flexibilité, on a besoin de plasticité de la structure, on a besoin de faire évoluer la structure en permanence, d'une certaine manière, compte tenu de la rencontre d'obstacles ou d'enjeux concrets qui vont apparaître en cours de route. Autre point important à mettre en place, toujours dans cette idée de pilotage du changement, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de piloter le changement, c'est de ne pas négliger les variables d'accompagnement. Les variables d'accompagnement dans le changement, on sait ce que c'est, mais encore faut-il les mettre en place. La communication, l'évaluation, les instruments de pilotage, la formation sont des variables d'accompagnement. Qui sont absolument incontournables, indispensables pour compenser les freins et les difficultés de mise en œuvre des changements souhaités. On suppose aussi, parce que qui dit organisation, dit inévitablement gestion d'équipe, gestion des ressources humaines, motivation des équipes en place. On est face à des problématiques que je qualifierais de problématiques de management qui, là aussi, sont à intégrer dans le raisonnement et dans le pilotage du changement. Motiver les équipes, les remotiver, faire en sorte qu'il y ait le moins possible de déperdition d'énergie et donc une gestion des ressources humaines qui soit particulièrement dynamique, on va dire, est également une des clés de réussite. Et enfin, la gestion du temps, encore une fois, rien d'original à le dire, mais ça va mieux en le disant et en le faisant. On ne peut pas imaginer avoir une mise en œuvre instantanée, rapide, la notion d'étape, de séquence de mise en œuvre pour arriver à des formes d'organisation qui vont trouver leur équilibre lorsqu'on les aura testées, mises en place, et donc finalement une sorte de logique de qualité, quelque part, qui s'améliore au fil du temps en passant des étapes qui sont analysées et qui sont améliorées. Donc voilà un petit peu comment je décrirais de façon rapide quelques-unes des conditions pour le pilotage du changement. L'idée étant que la solution miracle n'existe pas, qu'on a besoin pour éviter de rester dans l'incantation, dans le yaka, qu'on regrette tous de constater à certains moments, on a besoin justement de travailler cet écart entre l'intention et l'action et de s'attacher à mettre en évidence les difficultés pour pouvoir les piloter. Et de façon méthodique, d'une certaine manière, ce n'est rien d'autre que de la méthode. C'est également une science. La science d'organisation est une science. Et on est là confronté, je reviens pour conclure sur mon point initial, on est là confronté au besoin de transdisciplinarité d'une certaine manière, d'échanger avec une ouverture disciplinaire sur la meilleure manière de faire en partageant les spécialités, les compétences et en n'hésitant pas à se remettre en cause les uns les autres parce que on vit dans des mondes qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à dialoguer. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire et évidemment je serais ravie d'avoir des questions complémentaires. Merci.